Nous allons donc maintenant passer à la faculté des lettres. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Margarita Schönenberger, qui a soutenu sa thèse en linguistique russe et soviétique. Elle est aujourd'hui maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des langues et civilisations slaves et d'Asie du Sud. Et elle nous présente aujourd'hui une théorie des langues littéraires soviétiques et post-soviétiques entre science et représentation sociale. Donc, ma thèse de doctorat s'inscrit dans le sillon des recherches en histoire et épistémologie de la linguistique d'Europe centrale et orientale. Tout d'abord, en évoquant la science russe, on a le sentiment de proximité qui est souvent troublé à la lecture plus fouillée des textes, surtout en sciences humaines. Et il est très passionnant de faire ressortir les divergences et les convergences entre différents courants de pensée, mais surtout les inspirations cachées de certains courants, celles qu'on nomme pas. L'expression langue littéraire, existant également dans le monde francophone, en Russie peut renvoyer à des choses assez différentes. Tout d'abord, dans le langage courant, c'est une forme linguistique belle, correcte, proche des écrits de belles lettres. Par ailleurs, il existe notion d'expression non littéraire qui renvoie pudiquement aux expressions obscènes. Et enfin, ma thèse est une contribution à l'histoire d'un concept particulier de la linguistique soviétique, celui de langue littéraire, qui, à partir des années 1960, devient un concept central d'une théorie linguistique. De mes premières recherches menées de façon empirique, il m'est vite apparu qu'il y a un grand nombre de textes écrits surtout dans les années 1970-1980 et qui portaient sur la variation régionale du russe, renvoyaient plus ou moins explicitement à des formes dites littéraires, où toutes les formes attestées dans les régions étaient jugées d'aléatoires, d'erronées et condamnées à disparaître, et que les linguistes se proposaient tout naturellement de combattre. Donc ces textes avaient une visée clairement normative et prescriptive. Dans la linguistique soviétique, ce concept renvoie à un usage préexistant à l'investigation, à une réalité, dont l'évolution est prévisible scientifiquement, et donc c'est un objet d'intervention compétente. C'est un usage donc réel, supralocal de l'époque nationale, supérieur à tout autre. Et qui parle cet usage, qui doit remplacer tous les autres, c'est les citadins instruits natifs du russe. Cette théorie, la théorie des langues littéraires, a en Union soviétique un statut d'une science déjà faite, énonçant une vérité reconnue et qui est fixée, institutionnalisée par l'enseignement supérieur, manuels, articles d'encyclopédie et étayés par des recherches empiriques. Mes conclusions se présentent sous trois angles, épistémologique, historique et sociologique. À l'arrivée, tout d'abord, après une analyse épistémologique, j'arrive à proposer un récit concurrent au récit canonique qu'on trouve dans tous les manuels en russe. Donc, du point de vue de sa genèse, la théorie des langues littéraires greffe en quelque sorte sa notion de langue normée sur une réflexion menée depuis le XVIIIe siècle sur ce que c'est la langue de la civilisation russe. Ainsi, la notion est passée des littéraires aux linguistes pour tomber chez les sociolinguistes soviétiques avec à chaque passage une définition en contenu différent sans que ces différences soient explicitées. Par ailleurs, les chercheurs n'arrivent pas à démontrer la supériorité quelconque de cet usage, ni même sa réalité. Je peux affirmer que cet usage est introuvable, même dans les œuvres exemplaires des belles lettres.
ce qui implique quelques conséquences pour la démarche scientifique. La première a trait à la rentabilité de recherche en linguistique. Si on considère que tout ce qui est important pour le phénomène du langage se trouve dans un seul usage précis, quel qu'il beau ou parfait il soit, on écarte en quelque sorte beaucoup de faits qu'on ne prend pas en considération parce qu'ils ne sont pas progressistes et voués à disparaître. Et deuxième conséquence est d'ordre sociologique. Elle concerne l'image des locuteurs russophones que véhiculent ces textes scientifiques. Les sujets parlants, ils sont jugés, la science à l'appui, pas pour leur maîtrise du russe. Ce jugement est loin d'être neutre. Au fait, ce n'est pas l'usage qui est jugé, mais les usagers à travers leurs usages et à cause de leur appartenance territoriale et sociale. Les écueils de ce genre de théorie, de la théorie des langues littéraires, peuvent être expliqués, me semble-t-il, et surtout sa longévité, si on prend en considération le contexte extra-scientifique, le contexte politico-historique. Mon corpus de textes contient, mis à part les écrits de scientifiques, des textes administratifs, actes de congrès et programmes du Parti communiste de l'URSS, articles de journaux, correspondances épistolaires, mémoires de linguistes. Ces documents proviennent des périodes historiques identifiables que vous connaissez tous, l'époque stalinienne, dégel de Nikita Khrouchtchev, stagnation brejnevienne, année du pouvoir de Mikhail Gorbatchev ou la perestroïka, les 2 décennies post-soviétiques, donc Yeltsin, Poutine. C'est dans les années 1930 que je situe une mise en place de l'édifice du concept de langue littéraire à venir, où sous la dénomination de langue nationale est décrit dans les grandes lignes le concept de langue littéraire. L'élaboration du concept de langue nationale russe à l'époque, d'après le grand tournant, donc Veliki Perelom stalinien de 1929, vers une politique nationaliste, semble correspondre et coïncider avec l'ère du temps et l'ère du lieu, où beaucoup de sciences, surtout les sciences humaines, cherchaient à correspondre leur thèse à une demande politique. Donc, je résumerai mon cheminement comme vérification de 2 hypothèses. La première est, la théorie des langues littéraires est-elle une théorie scientifique? J'y réponds par la négative. La deuxième thèse concerne une soumission consciente des chercheurs vis-à-vis du régime politique. Les rapports entre les sciences et le climat politique sont bien attestés dans l'histoire des sciences soviétiques. Et on pourrait conclure sur une servilité des scientifiques face au régime totalitaire. Or, je rejette dans ce cas particulier l'hypothèse d'un simple rapport de cause à effet entre la politique et la science. Une source importante de l'existence et de persistance de la théorie des langues littéraires est, à mon avis, de nature sociologique. Les auteurs que j'ai étudiés forment un groupe social homogène et je considère leurs textes comme le reflet d'un imaginaire groupal. En m'appuyant sur le modèle de représentation sociale de la psychosociologie, j'ai essayé de proposer les contours d'une représentation sociale de la langue littéraire russe qui serait probablement partagée encore actuellement, ou peut-être encore plus actuellement, par des groupes beaucoup plus larges et relèverait d'un imaginaire collectif. Et donc c'est à cette dernière thèse que j'adhère. Donc, du point de vue de sa dynamique, la représentation de la langue littéraire est plutôt stable. Les discussions conflictuelles, en fait, en réalité, ne sont pas conflictuelles et portent uniquement sur des éléments périphériques. Du point de vue de sa formation et de son fonctionnement, c'est une représentation du type idéologique, c'est-à-dire ayant de l'intérêt pour toute une communauté, rigide dans le temps, pouvant s'écarter de la réalité avec le temps, tout en restant très stable, et comportant une composante affective. Et du point de vue de son organisation,
Elle présente plusieurs similitudes avec les représentations de la nation décrites par ailleurs pour d'autres communautés linguistiques. Les représentations de la nation se manifestent par une adhésion très forte des sujets aux valeurs communes, comme par exemple l'espace et l'histoire, et dont la langue fait partie. Et quand un des usages en présence reçoit le statut de langue nationale, cette valeur acquiert une charge affective très forte et commence à être soutenue par l'État, l'enseignement supérieur, mais aussi par les spécialistes du langage. Donc la question qu'on peut se poser, à quoi ça sert d'écrire un domaine de recherche qui ne tient pas ses promesses? Je répondrai précisément pour le constater, pour dire que cette démarche est peu valide, peu productive, voire contre-productive. Et d'écrire des théories telles que la théorie des langues littéraires nous permet aussi de mieux comprendre la culture russo-soviétique et la situation sociolinguistique en Russie actuelle. Merci beaucoup, Margarita, pour cette présentation. J'imagine qu'elle suscite des questions dans la salle. Plusieurs questions. Merci beaucoup. J'ai découvert un domaine que je ne connaissais pas du tout avant. Puis je me demandais, est-ce que vous avez regardé également s'il y a eu un changement entre l'époque pré-révolutionnaire et puis l'époque d'installation de l'Union soviétique au niveau de cette littérature? Ce n'est pas la littérature, c'est de la linguistique. D'avant la révolution de 1917, oui. Je pense que ce qui s'est passé, ce n'est pas le régime soviétique de l'époque de Lénine ou de l'époque de Staline, c'est quand même un peu différent, qui a instauré cet état des choses. C'est que parmi les théories en présence, celle qui a survécu, c'est celle qui correspondait aux nouvelles valeurs. Mais le stalinisme, ce n'est pas un extraterrestre. On peut très bien voir des sources historiques absolument normales, comme pour toute autre chose, du communisme, des théories communistes, du stalinisme. Ce n'est pas pour rien que le grand tournant stalinien, on appelle aussi la révolution bourgeoise. Donc c'est le retour aux valeurs un petit peu bourgeoises communes pour l'Europe. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup d'intellectuels européens, surtout français, comme Barbus, Romain Rolland, qui ont visité les camps staliniens, qui en sont restés ravis. Merci. Une autre question? Compte tenu qu'aujourd'hui, il y a tellement de diffusion des communautés russes de par le monde, ma question, c'est où va le russe aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura encore manière de se référer à une langue littéraire? Oui. Je pense que il y a un fort attachement aux Russes écrits et peut-être encore plus chez les diasporas émigrées qu'ailleurs. En tout cas, j'ai cette impression. Et puis, bon, la société russe, on l'appelle littérature centriste. Et avec le pouvoir, le gouvernement actuel, on assiste au retour vers les valeurs patriotiques et nationales. Après, est-ce que ça va perdurer? Il y a beaucoup de lamentations actuellement au sujet de la dégradation de la grande langue russe. C'est vrai. Ça veut dire qu'on lutte pour, enfin, ou contre. Merci. Il y a encore une question.
Merci. Je me demandais le discours des savants soviétiques de l'époque sur les autres langues. Est-ce qu'ils utilisaient des terminologies similaires ou est-ce qu'ils disaient notre langue nationale russe c'est mieux que plus stable que la langue française Non, ou allemande? ça s'appelle la théorie des langues littéraires. Et c'est une théorie linguistique générale qui suppose que dans toute communauté qui est arrivée à un certain stade d'évolution, se forme un usage qui, par ses propriétés systémiques intrinsèques, est voué à l'universalité. Il ne faut juste pas le déranger, mais il y a une vitalité innée dans... Donc on peut parler d'une langue littéraire française, d'une langue littéraire anglaise, qui n'a rien à voir avec la littérature. Le rapport avec les belles-lettres est très ambigu. Mais c'est un mélange entre le déterminisme marxiste, mais revu à l'époque stalinienne, et des théories vitalistes. Merci. Je crois que nous allons arrêter là avec les questions, mais je vous rappelle qu'à l'apéro qui suivra toutes les présentations, vous aurez encore l'occasion de parler à la conférencière.